Si vous voulez vous amuser à chercher dans les archives de l'INA le mot yoga, vous allez trouver très facilement une pub de yaourt dans les années 70 où il y a un maître yogi qui mange du yaourt. C'est-à-dire qu'on s'attend qu'on ait le même niveau de productivité ou d'engagement dans nos activités, peu importe le temps de l'année. Cet aspect qui est très important, qui est de revenir, se recharger pour mieux revenir, pour mieux être avec l'autre. Peut-être que si on va dans la forêt, c'est parce qu'en fait, on peut plus vivre ailleurs que tout seul dans la forêt. C'est quand même incroyable d'imaginer qu'aujourd'hui, on paye pour avoir un cours où, à la fin, on nous demande de ne rien faire. Hello, donc on est ravis de vous retrouver avec Laura pour un nouvel épisode. Donc c'est un épisode pré-live dans le cadre de Yoga Ma Création. Coucou Issa, comment ça va? Ça va et toi? Oh, ça va très bien. Le jour se lève. Ah oui, c'est vrai, ben oui, t'es retournée au Mexique. Et oui, et maintenant on a 8 heures de différence avec la France, ce qui me perturbe énormément. Au lieu des 7. Parce que ici c'est fini, le changement d'heure, tu sais. Ça y est, ils ont réussi à le faire passer Ça y est. incroyable. Et donc, ben voilà, 8 heures, ça fait bizarre. Après 14 ans de 7 heures de différence. C'est fou. Bah ouais, mais bon, c'est comme ça, on s'adapte. Ouais. Bon, merci en tout cas de t'être levée très tôt pour parler aujourd'hui d'un sujet donc, qui va ouvrir l'avant-dernier live dans le cadre du programme Yoga Ma Création. Donc on va être sur un petit peu essayer de décortiquer est-ce que le yoga est un sport ou pas et finalement se rendre compte que c'est une question qui peut être relativement simple mais qu'on peut nuancer beaucoup. Et on avait envie de partager un petit peu ce côté populaire du yoga. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a qu'à voir dans n'importe quelle grande ville surtout, le yoga est un peu partout, on peut trouver facilement des cours de yoga. C'est quelque chose qui est un petit peu en vogue aussi, on voit de plus en plus de yoga utilisé pour vendre des dentifrices. Voilà. Il y a quand même aussi une image avec le yoga. Et donc voilà, donc on s'était dit que débuter là-dessus, on pensait vraiment que ça allait pouvoir ouvrir de façon fluide cette discussion. Donc, est-ce que tu as envie de nous parler, toi, de ton histoire avec le yoga, concernant plutôt ce que le yoga t'a apporté en termes positifs? Pourquoi finalement est-ce que tu t'es mis au yoga? Oui, c'est vrai que déjà quand on parle de est-ce que le yoga est un sport, je pense que quand on se pose cette question, c'est parce qu'on a déjà un chemin qui est peut-être un petit peu plus, enfin, j'ai pas envie de dire avancé, pas dans le sens de niveau, mais en termes de temps. On a déjà fait du yoga pendant un certain temps pour se poser la question, est-ce que le yoga est un sport? Parce que ça présuppose que le yoga n'est pas un sport ou peut ne pas être considéré par certains comme un sport. Mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on avait décidé de commencer par ça, parce que je pense que je fais partie de ces personnes qui ont commencé à faire du yoga pour des choses, pour des raisons très physiques, très terre à terre. En l'occurrence, pour moi, c'était la sortie d'une blessure. C'était à un moment où je ne pouvais plus courir, qui était justement le sport ou l'activité physique qui me faisait énormément du bien. J'ai cherché d'autres alternatives pour pouvoir être avec mon corps, pour pouvoir, enfin, pour plein de raisons, faire la paix avec mon corps, pour voilà, avoir une meilleure relation avec mon corps. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a conseillé de faire du yoga. Même si je savais de vraiment très très loin qu'il y avait toute la dimension peut-être philosophique, spirituelle, religieuse, là. Honnêtement, pour être honnête, j'ai fait du yoga pour avoir une activité physique qui me faisait du bien, tout simplement. Et c'est marrant ce que tu disais, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est quand on parle de yoga, c'est très populaire et c'est très en vogue. Mais si vous voulez vous amuser à chercher dans les archives de l'INA le mot yoga, vous allez trouver très facilement une pub de yaourt dans les années 70 où il y a un maître yogi qui mange du yaourt. Donc comme quoi, le yoga a toujours été aussi un petit peu un véhicule pour transmettre certains messages de bien-être, et peut-être de bien-être physique qui est pas forcément, voilà, est-ce que certains présupposent comme être du yoga. Voilà. Et toi? Non, mais c'est super intéressant et c'est vrai que je pense que le yoga a toujours eu cette image, entre guillemets, très zen, très de santé aussi. Et c'est vrai que, alors moi, c'est pour des raisons un petit peu différentes, mais c'était juste que j'étais très stressée, je venais de commencer à travailler sur Paris et c'est vrai que moi, la vie citadine, je pense qu'à petite dose, ça me plaît, mais à grosse dose, vraiment, j'ai un peu du mal.
Et c'était un peu difficile au travail et c'est vrai que le yoga, ça a été un petit peu mon refuge et c'est vrai que moi qui ai beaucoup plus, tendance à retrouver mon calme dans la nature, bah, là, en fait, sans nature, bah, j'avais besoin d'autre chose et donc cette autre chose a été le yoga et je suis très «contente» entre guillemets que le yoga ait eu cette popularité. C'est vrai que il y a un côté aujourd'hui où le yoga est un peu partout et je pense que pour certaines personnes, c'est pas forcément bien parce qu'on n'est pas sur une, vision assez traditionnelle ou peut-être que c'est trop, comment dire? Modifié par rapport à la tradition. Après, qu'est-ce qu'on entend par tradition? On en a déjà parlé un petit peu ici, on se rend compte que c'est beaucoup moins ancien que ce qu'on imagine. En fait, justement, le fait que le yoga soit popularisé, ben moi, ça m'a permis d'y avoir accès, grâce à au comité d'entreprise, en fait, de là où j'étais. Enfin, c'était une sorte de comité d'entreprise et donc j'étais très contente, finalement, de pouvoir y avoir accès comme ça. Oui, non, mais complètement. Et c'est là où tu te rends compte que peu importe finalement pourquoi tu commences, et peu importe si au départ le yoga te plaît, pas forcément pour des raisons, voilà, religieuses ou philosophiques, mais parce que ça te fait du bien. Après tout, si on est là en train de se parler, est-ce que le yoga est un sport? Je pense que on est dans une question qui est suffisamment complexe et riche pour dire oui et non. Et la plupart du temps, comme Jason Crandall le dit, ça dépend. Et vraiment, c'est la réponse qu'on va retrouver partout. Ça dépend énormément de pourquoi, du comment. Et au final, j'ai envie de dire, si les gens font du yoga uniquement pour la partie bénéfice physique ou bénéfice mental, enfin santé, bien-être, etc., tant mieux pour eux. Enfin, honnêtement, je pense que déjà d'emblée de le dire, c'est ok, c'est très bien. Ce n'est que du yoga. Et de l'autre côté, c'est vrai que le yoga répond à énormément de besoins de notre vie quotidienne. Enfin, c'est ce que tu disais, la relation parfois ou le rythme de vie parfois qu'on a, surtout dans des villes. À cette époque-là, tu étais à Paris, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça, à Paris et enfin, moi, il faut voir que j'ai toujours vécu à la montagne, quoi. Après, pour mes études, j'étais partie en Allemagne, puis après à Strasbourg, qui est quand même une ville déjà un peu plus grande que mon petit village. Mais malgré tout, c'est vrai que ça faisait quelque temps où j'avais perdu finalement cette connexion et il y a un rythme dans les villes et notamment à Paris. Je trouve qu'il y a un rythme qu'il faut «suivre» entre guillemets. Oui, non, mais complètement. Mais c'est vrai. Et c'est vrai que mais moi, c'est un peu pareil. J'ai commencé le yoga quand quand j'étais en entreprise. Et c'est vrai que l'avant et l'après-cours étaient un petit peu une petite course. Mais le temps de la séance, c'était un espace où tout d'un coup, tout le volume intérieur et extérieur pouvait être réduit, on pouvait baisser le son, en fait, très facilement. Et je pense que ça fait partie des choses et des raisons pour lesquelles le yoga est aussi populaire aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on a une vie, qui est pas forcément adaptée à nos besoins. J'en parlais la dernière fois avec mon conjoint et c'est vrai que moi, je pense que ce qui me choque le plus, c'est le rythme au niveau des saisons. C'est-à-dire qu'en hiver, on est au taquet, on a les fêtes de fin d'année et moi, à chaque fois, je me dis: «Mais c'est tellement contre nature». En fait, on a perdu ça, c'est-à-dire qu'on s'attend qu'on ait le même niveau de productivité ou d'engagement dans nos activités, peu importe le temps de l'année, peu importe, l'ambiance qu'on a autour, peu importe la luminosité qu'on peut avoir et je pense que, se retrouver sur le tapis de yoga, retrouver un peu notre rythme naturel et s'accorder aussi ce temps de pause pour faire un petit check, voir comment on est dans notre corps et dans notre esprit. Mais je pense que rien que ça, c'est un espace enfin même si on n'est que là-dessus au niveau du yoga, c'est un espace qui je pense est assez nécessaire et assez bénéfique. Et tu vois, je te disais par rapport à mes débuts en yoga, voilà, j'étais stressée et cetera. Là, aujourd'hui, c'est vrai que durant mes stages, je me rends compte que toute la journée, on est tellement et c'est normal, c'est l'ergothérapie qui veut ça ou tous ces domaines, hein, où on est tourné vers les autres, tourné vers les patients à tel point qu'on s'oublie, en quelque sorte. Et donc c'est vrai que revenir sur le tapis, c'est aussi reprendre du temps pour un petit peu voir, comment je me sens, ce dont j'ai besoin, chose que j'ai pas forcément l'habitude de faire dans, ces journées de stage où finalement on est tout le temps tourné vers les autres et il y a plein de métiers comme ça. Je pense, aux enseignants, aux soignants bien entendu, aux personnes qui sont face à du public toute la journée où il va falloir avoir cette énergie finalement pour revenir à un moment
où on peut recharger. Et le yoga peut être un espace qui nous offre ça. Et c'est peut-être en ça, quelque part, qui se différencie un petit peu du sport. Le sport, on va plutôt le faire comme un défouloir. Peut-être que le yoga, c'est plus un moment où on va s'écouter. Oui, complètement, complètement. Je pense que ça fait partie des choses en fait où on peut très vite différencier les deux activités. Enfin, une activité physique qui ne serait pas du yoga à du yoga. Quoique, il y a certaines disciplines hein, aussi qui ont, je sais on va en parler, mais qui possèdent énormément de choses, enfin des points similaires avec le yoga et qui vont aborder cet effet miroir un petit peu parce que c'est ce que tu disais en fait le yoga et c'est pour ça qu'il répond à énormément de besoins de notre vie quotidienne. Il permet de partir d'un système où l'eau elle est très trouble et donc on ne voit pas clairement parce qu'il y a beaucoup de mouvements à plutôt un espace où on laisse l'eau se tasser, se calmer, s'apaiser, pour pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur, pour avoir un peu cette espèce d'effet miroir finalement, et donc du coup tourner son regard vers soi, qui est en soi d'ailleurs une des particularités justement des certains textes de yoga qui nous parlent de la recherche du soi, de la quête du soi, et donc du coup c'est là où on retrouve peut-être le lien avec certains textes philosophiques du yoga. Ouais, c'est tout à fait juste et justement là, on peut passer dans la partie où qui différencie justement le yoga des autres disciplines, physiques et je sais que tu voulais parler un petit peu des arts martiaux parce qu'en effet, sur les arts martiaux, on a l'aspect physique, on a l'aspect philosophie et aussi culture qui est extrêmement, présent. Oui, complètement, parce que déjà d'un point de vue culturel, la, ce qu'on retrouve beaucoup en fait dans le yoga par exemple, c'est le travail du souffle. Oui. Et en ce moment, je m'intéresse beaucoup, enfin je suis en train de me pencher sur un petit peu plus en détail sur les traditions du Tao, qu'on pourrait appeler de façon très générale le taoïsme. Et c'est vrai que c'est très lié aux arts martiaux, enfin aux disciplines physiques qui nous viennent d'Orient et qui se ressemblent énormément au yoga parce qu'il y a d'un côté ce travail du souffle, donc qui nécessite une certaine concentration, une certaine discipline et rigueur qui est nécessaire dans le yoga, qui est indispensable dans la pratique du yoga pour pouvoir avancer, pour pouvoir atteindre justement cet état de observation ou cet état où on va voir de loin le sujet de notre méditation, le sujet de notre concentration. Et c'est vrai que dans ce sens-là, les arts martiaux et le yoga se ressemblent énormément parce qu'ils nous demandent souvent, par le travail du souffle, une concentration extrêmement intéressante et qui n'est pas forcément indépendante de notre vie quotidienne. Je pense que très souvent, en fait, et c'est ça qui est très intéressant aussi, ce que tu disais, par exemple, par rapport à ton métier et aux stages et aux choses que tu as pu voir, c'est, ce sont des métiers où tu es tout le temps tourné vers l'autre. Et c'est pour ça que c'est indispensable de se tourner vers soi, de trouver des moments de repos pour soi. Mais quand tu pars dans une discipline où tu es uniquement dans le soi, je pense que tu as aussi l'autre peut-être risque de devenir un ascète de la forêt et d'oublier complètement ta vie en société. Oui, Or, le yoga nous totalement. rappelle justement cet aspect qui est très important, qui est de revenir, se recharger pour mieux revenir, pour mieux être avec l'autre. Et c'est ça qui est super intéressant. Et les arts martiaux, finalement, ils sont aussi un petit peu cette vision interdépendante du monde où on n'est pas forcément isolé comme un ascète de la forêt, et ce qui n'est pas forcément le cas de beaucoup de pratiquants aujourd'hui. Aujourd'hui, on pratique du yoga en étant en société, en faisant partie d'une communauté. Et c'est ça aussi qui est super intéressant. Mais c'est ça aussi qui est bien et je pense que je pense que parfois on idéalise un petit peu le yoga en mode, on part vivre tout seul, ou on est reclus, ou on va faire ses retraites de silence et en fait tous ces moments c'est hyper, je pense que parfois c'est hyper nécessaire aussi, mais il faut pas oublier la cause que ça sert parfois et je pense que malgré tout, on a besoin des autres, on a besoin d'être ensemble et on a besoin de savoir vivre en société. Et parfois, vivre en société, c'est aussi avoir la capacité à
à maintenir ses émotions aussi. C'est-à-dire que il y avait un très bel épisode du précepteur du podcast que je vous avais partagé et je crois que je te l'avais partagé aussi sur être sincère avec soi-même de Jacques Ellul, un livre que j'arrive pas à trouver, mais en tout cas cet épisode est extraordinaire. Et en fait, il nous explique que vivre en société, c'est aussi parfois ne pas tout dire en fait, ne pas être totalement sincère, ne pas en fait, savoir choisir entre guillemets ses batailles et toujours avec l'écoute de ses valeurs, etc. Mais je pense que c'est important de se rendre compte de ça. C'est-à-dire que si on ne dit que ce qu'on pense, si on pense plus à personne d'autre qu'à soi, mais en fait, on devient juste invivable. Et peut-être que si on va dans la forêt, c'est parce qu'en fait, on peut plus vivre ailleurs que tout seul dans la forêt. Oui, c'est vrai, hein, complètement. Ça se trouve, les maîtres yogis, 20 ans, ils étaient en fait juste des personnes insupportables. Enfin, on rigole, Frog, mais Si ça se trouve, c'était des vieux grincheux, hein, non, je rigole. non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Et puis au-delà de ça, et c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, il y a cet aspect de vivre avec les autres et en communauté, mais il y a aussi cet aspect de vivre avec la nature dont on fait partie. Donc cette partie très importante qui est de ne pas s'oublier qu'on fait partie d'un écosystème, qu'on fait partie du vivant, comme on pourrait l'appeler. Et c'est vrai que dans ce sens-là, se rappeler de ça, je pense qu'il y a peu d'activités physiques, même s'il y en a, comme on en a parlé, qui nous parlent de ça, qui nous permettent de penser à ça, de réfléchir à ça. Et c'est ça aussi qui fait la richesse du yoga. Bien sûr, et un outil, je trouve, qui peut beaucoup nous aider, ça va être tout ce qui va être méditation, philosophie, qui sont dans le yoga avec cette pratique méditative qui nous apprend en quelque sorte la pleine conscience, à être pleinement présent ici et maintenant. Et je pense que c'est en ça que ça rend cette pratique un peu à part. Oui, complètement. C'est comme la relaxation. Combien de, par rapport à d'autres pratiques physiques, activités physiques qu'on peut retrouver, moi, c'est vraiment un des premiers trucs qui m'a fasciné. C'est quand même incroyable d'imaginer qu'aujourd'hui, on paye pour avoir un cours où, à la fin, on nous demande de ne rien faire. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un point dans notre société où on est presque obligé de payer pour avoir un espace où on nous dit, oui, là, ce que vous devez faire, c'est vous allonger, sans rien, comme ça, et rien faire. Ouais, mais à C'est la fois, je génial. trouve que ah non, mais à la fois, c'est fou et à la fois, je pense que pour certaines personnes, ça peut être hyper angoissant. Enfin, on en reparlera un petit peu à la fin de cette relaxation parce que c'est vrai que ce non-agir, ce non-faire, en fait, on se rend compte que ça va aussi à l'encontre de beaucoup de choses que nous dit la société et c'est Complètement. vraiment, c'est pas si facile que ça. Oui, complètement. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles on en parle aujourd'hui avec vous, et c'est pour ça que ça fait partie du pré-live de Yoga Ma Création, parce que justement là, on arrive pour celles et ceux qui nous sont accompagnés dans le programme, et évidemment, si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez le faire. On décortique la séance de yoga en différentes parties, et là, on est en train d'arriver à un point qui est quand même essentiel de la pratique, où on va faire le retour au calme, on va commencer à ralentir le rythme pour se préparer à cette étape qui va être super importante et la quatrième partie avec laquelle on va clore cette discussion qui est celle de la relaxation finale. Donc, on ne vous dit pas tout pour l'instant, mais c'est vrai que ça fait partie justement de ces choses qui différencie énormément le yoga d'autres activités physiques qu'on pourra retrouver, je veux dire, dans l'offre commune, quotidienne des activités physiques d'aujourd'hui. Et en même temps, comme tu dis, c'est vrai que le yoga est très riche. C'est-à-dire qu'il nous apporte plein de choses au niveau physique, plein de choses au niveau spirituel, plein de choses au niveau psychique, mental. Et à la fois, le yoga maintenant est vendu peut-être parfois comme une petite pilule miracle. C'est-à-dire que parfois, qu'on ait mal au dos, qu'on soit stressé, que on soit, je sais pas, qu'on soit en burn-out, que on ait un problème dans notre vie de couple, on va conseiller le yoga. Et autant je pense que le yoga peut apporter certaines choses, autant je ne pense pas que le yoga puisse tout, et encore moins que le yoga, entre guillemets, puisse convenir à tout le monde. Et moi, j'ai souvent des personnes qui me disent, ben voilà, j'ai essayé, ben j'ai pas réussi, ils s'excusent presque. Et à chaque fois, je leur dis, mais c'est normal. C'est-à-dire que ça convient pas à tout le monde. Après, parfois, une certaine forme de yoga peut convenir à quelqu'un et pas à d'autres, ou une certaine forme de yoga peut être bonne pour quelqu'un, mais pas toute sa vie.
Moi, par exemple, le yin yoga, j'aime bien, mais je ne pourrais pas faire que ça. Et je pense que tout est une histoire d'équilibre et de savoir aussi ce qui nous fait du bien, ce qui nous parle et ce qui nous parle moins. Non, mais complètement, et complètement. Et c'est pour ça que c'est intéressant de revenir à cette question. Est-ce que le yoga est un sport? Parce que quand on pense au sport, c'est quand même très bizarre de se dire, ça serait bizarre de transposer le même discours à un autre sport, à une autre discipline physique dans laquelle on ne se pose pas la question. Et on sait très bien, par exemple, que la course à pied n'est pas un médicament, n'est pas un miracle, comme tu dis, pour la vie, ou n'est pas une... Il n'y a pas des fausses promesses. Et le yoga, c'est vrai que ça se prête beaucoup. On ne sait pas si c'est parce que voilà, il y a cette dimension spirituelle, philosophique, le commentaire ou les interprétations de certains systèmes de pensée ou certaines visions du monde qui font que le yoga, et on pourrait même se poser cette question, de la même façon qu'on se pose la question, est-ce que le yoga est un sport aujourd'hui? Est-ce que le yoga est une religion? Est-ce que le yoga est la réponse à absolument tous les maux de la société, de notre vie, etc. Et en fait, on se rend compte que, effectivement, non, c'est pas forcément le cas. Le yoga, ce n'est que du yoga, en fait. C'est exactement ça. Et je pense que parfois, revenir à la simplicité finalement de cette pratique, bah, ça peut aussi enlever un poids énorme. C'est-à-dire que parfois, on met un peu tous ses œufs dans le même panier par rapport au yoga. C'est-à-dire qu'on lui accorde des pouvoirs qu'il n'a pas. Et je pense que c'est bien parfois de prendre un petit temps de recul et de se dire que c'est pas forcément le yoga, mais la complémentarité avec, par exemple, une thérapie, complémentarité avec le fait d'aller nager, complémentarité avec le fait de peut-être essayer de voir avec son employeur si on peut pas réaménager un petit peu son travail, qui vont faire que ça va aller mieux. C'est-à-dire que maintenant, le yoga est comme parfois vu comme un échappatoire. Et je pense que on en a parfois besoin. Moi, je sais que j'ai été dans cette période où j'avais besoin du yoga comme cet échappatoire, mais au final, je me suis rendu compte au fur et à mesure que c'était aussi un moyen de un peu cacher la poussière sous le tapis et ne pas m'attaquer à des gros morceaux finalement un peu complexes, certes, mais il fallait à un moment me confronter à cela. Et je pense que parfois, c'est important aussi de réfléchir à la place qu'on accorde au yoga et peut-être de revenir à un certain équilibre. Oui, complètement, de le voir vraiment comme un outil, comme un autre. Et comme tu disais, c'est important de trouver un complément. Ouais, de savoir que, voilà, c'est un outil parmi d'autres, en fait. Je pense que ça met un peu moins de pression aussi sur le yoga. Je pense que parfois on peut avoir un dégoût, c'est-à-dire que je sais pas, c'est comme, je pense que c'est comme dans une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse. C'est-à-dire que si on rencontre quelqu'un et qu'on dit: «Bah, c'est bon, il va pouvoir régler tous mes problèmes, il va répondre à tous mes besoins», en fait, on met tellement, tellement, tellement d'espoir dans cette personne que le jour où il y a le moindre souci, même minime, en fait, la déception est immense. Oui. Alors que si on observe plus ces choses de manière réaliste, peut-être qu'on arrive un petit peu à, entre guillemets, enlever le poids de juste sur une chose. Et moi, je sais que c'est un truc que j'aime bien faire dans les programmes du mois, tu vois, j'aime bien aussi proposer le défi du mois. En fait, quelque chose qui est très ancré, ou tu vois, un bouquin ou quoi. En fait, quelque chose qui sort un petit peu de la pratique. J'appelle ça les pratiques en dehors du tapis, juste pour se rendre compte que la pratique du yoga va pas pouvoir tout faire. Par contre, les intentions dans notre vie quotidienne, etc., parfois auront plus d'importance qu'une certaine pratique. Et je pense que ça aussi, c'est se rappeler finalement que le plus important est dans notre vie quotidienne, quelque part. C'est-à-dire que notre tapis, et tu emploies souvent cette expression, et c'est un laboratoire, c'est un espace d'expérimentation, mais pourquoi? Pour la vie, pour le grand bain en quelque sorte. Oui, exactement, pour mieux vivre avec soi, pour mieux vivre avec les autres. Et c'est vrai que s'il y a un truc vraiment que j'adore dans le yoga, c'est cette souplesse qu'il a de pouvoir nous offrir des pratiques très différentes. C'est un petit peu ce que tu disais, le yin, ça va convenir à un certain moment, à certaines personnes, à certaines périodes. Le dynamique, un yoga très rigoureux comme ça peut être les séquences d'Ashtanga, comme ça peut être des séances de Vinyasa, ça peut convenir à certaines personnes, à certains moments, à certains corps. Et en fait, mais je pense qu'on peut aussi tomber dans le piège très souvent de se dire, ça y est, j'ai le yoga qui me plaît, je vais faire que ça et ça va résoudre tous mes problèmes. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on avait voulu créer Yoga Ma Création pour montrer qu'en fait, même quand on parle d'une séance
dynamique de yoga, même quand on parle d'un style qui pourrait être plutôt dynamique de yoga, on va retrouver, même au sein de ces séances, des moments de calme, des moments où on va se préparer justement à cette fameuse relaxation finale qui est peut-être la seule constante ou le seul dénominateur commun de toutes les pratiques posturales aujourd'hui. Le fameux Shavasana, qui est d'ailleurs, j'ai appris, c'est un petit peu, c'est le truc que j'aime, tu sais, quand on apprend un truc, quand on est prof de yoga, on aime bien le répéter plein de fois parce que on a trouvé un nouveau petit truc. Ben voilà, C'est vrai. le nouveau petit truc que j'ai trouvé, c'est grâce à mes cours de sanskrit. Et il y a la fameuse relaxation, donc on va y arriver, mais le Shavasana. Et on nous dit, et je pense que ça fait un effet un peu choc, et c'est pour ça qu'on le retient bien, etc., que c'est la posture du cadavre. Sauf que Shava, ça, enfin la racine de ce mot, ça peut aussi vouloir dire haut. Donc, la posture de la relaxation finale, la posture du cadavre, la posture comme vous voulez, ça peut être aussi la posture de l'eau. Et pour revenir donc à l'image de l'eau trouble et l'eau calme, bah, entre les deux, pour arriver à une relaxation peut-être finale où on va vraiment avoir de l'eau calme, c'est important d'avoir une espèce de sas. Et c'est pour ça que c'est important de trouver cette partie de la séance, quelle que soit la séance, quel que soit le style, où on prépare le corps et le mental à cette partie finale de la séance de yoga. Exactement. Et donc là, tu nous fais la meilleure transition possible pour justement parler de cette partie. Alors, on peut l'appeler retour au sol, retour au calme. Mais en fait, ce moment où on va passer parfois des postures debout à justement revenir à posture assise, voire posture allongée, suivant ce qu'on veut faire. Et c'est vrai que ça va être aussi l'occasion. Moi, je trouve que c'est intéressant de voir comment on peut moduler le souffle. C'est-à-dire que dans une séance de vinyasa, par exemple, ce qui va nous suivre, notre guide de A à Z, c'est la respiration. En fait, simplement en essayant de calmer sa respiration, en essayant de l'allonger, déjà on peut réussir à venir de façon plus profonde dans les postures et vraiment peut-être commencer à indiquer à notre corps, à notre cœur, à notre mental que petit à petit, on va commencer à descendre. Oui, complètement, complètement. Et c'est quelque chose qui peut se faire de façon progressive, et c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps, comme ça peut se faire, enfin, de façon peut-être, enfin, ça dépend des formats qu'on va avoir dans une certaine séance. C'est justement, ça va faire partie des choses qu'on va aborder lors du live, si ça vous intéresse de participer. Comment est-ce qu'on construit cette partie? Pourquoi c'est important de ne pas la négliger? Tu nous as déjà donné un petit indice, mais c'est vraiment une partie de la séance qui va être essentielle et qui, à nouveau, je pense, différencie le yoga de beaucoup d'autres activités où dès qu'on finit le cours, ça y est, c'est fini, bye bye, et on retrouve un petit peu cette activité. Alors que là, vraiment, c'est un moment où peu de fois dans notre vie quotidienne aujourd'hui, on va trouver ces espaces pour ralentir. Oui, puis c'est aussi, je trouve, un moment dans la séance où on peut revenir vraiment à ses sensations, on peut vraiment être un peu à l'écoute, vraiment on peut, comment dire? Faire une sorte de check-up de notre corps, de notre mental et vraiment s'engager dans les postures avec, peut-être moins d'intensité, avec une intention qui commence à différencier et qui est aussi comme un rappel au début de séance où on commence toujours, on en avait déjà parlé dans un épisode, mais par ce fameux échauffement, cette fameuse partie de préparation et là, hop, on redit à notre corps, à notre tête que, hop, on s'engage de nouveau dans, comme tu disais très bien, comme un sas de décompression. Oui, complètement. Et c'est là où aussi on les rend conscients, parce que très souvent même, on se donne pas forcément le temps de se dire comment est-ce que je commence et comment est-ce que je finis. Et si on se donne pas ce temps de ah oui, en fait ça a changé, parfois on peut passer à côté de la plaque. Ah oui, non, mais totalement. Et je pense que c'est un peu partout pareil. C'est-à-dire que souvent, on accorde beaucoup d'importance au contenu. Enfin, je vais vous partager quelque chose. Pour mon mémoire, j'ai dû faire, enfin voilà, c'était pour répondre à ma question de recherche. J'ai fait ce qu'on appelle un groupe nominal de consensus. Donc en fait, en recherche, on va sélectionner, un petit groupe de personnes entre 6 et 10 et on va les faire réfléchir sur une question. Et donc là, l'objectif de ce groupe nominal de consensus, c'est qu'ils arrivent à établir une liste de propositions
de façon organisée, avec beaucoup, en étant d'accord les uns avec les autres. Et moi, en fait, j'étais tellement concentrée sur le plat de résistance, donc sur la grosse partie de la méthodologie, qu'en fait, j'ai omis de bien préparer le début. C'est-à-dire l'introduction. Enfin, l'introduction, c'était bon, mais la présentation, un truc tout con. J'ai oublié de les présenter. Et en fait, je m'en suis rendu compte, donc hop, je l'ai fait à un moment. Mais en fait, j'avais tellement pris d'importance sur le plat de résistance, sur le milieu, que j'ai oublié le début. Et je pense qu'en yoga, c'est un peu pareil. Souvent, quand on en parle dans Yoga Ma Création, il y a différentes manières de créer des séquences de yoga. Donc, on va avoir la peak pose. Donc, on va être à fond sur notre peak pose. Et on va tellement être à fond sur elle qu'on va un peu oublier ce qu'il y a au début et à la fin. Et une fois que la peak pose est arrivée, mais en fait, on peut pas la laisser juste comme ça. Il va falloir accompagner la descente, il va falloir accompagner le retour au calme. Et je trouve que c'est une façon aussi intéressante de voir finalement, comment est-ce qu'on s'engage dans une activité? C'est-à-dire que parfois, on a tendance à passer d'une activité à l'autre dans notre vie et on n'a pas pris le temps de clôturer parce que peut-être qu'on n'a pas le temps, peut-être qu'on n'a pas pris le temps non plus. Non, mais c'est super intéressant parce que c'est vrai que c'est précisément à ces moments-là, et j'imagine qu'avec ton groupe, est-ce que tu as senti un changement justement à partir du moment où tu te dis, ah attends, il manque un truc là, il faut qu'on fasse la présentation, ou voilà. Ah bah oui, totalement, ça a tout changé. Enfin, ça a vraiment changé la vibe, on va dire. C'est vrai qu'au début, c'était pas que c'était chaotique, mais c'est qu'il y avait une sorte de distance. Et ensuite, une fois qu'il y a eu cette partie présentation, ça a été beaucoup plus fluide. Et d'un coup, Mhm. il y a eu un shift. Et pareil pour la fin, à un moment, il faut accompagner aussi les personnes vers la fin. Donc, il y a tout un remerciement, etc. à faire et à ne pas négliger. Et je pense que ça, c'est des choses souvent, en fait, on accorde beaucoup d'importance à un truc en particulier, mais on oublie, on néglige finalement l'amorce, Mhm. l'accroche et la fin, alors que ça a autant d'importance. Oui, complètement, complètement. Sinon, honnêtement, moi, j'imagine pas une séance de yoga dans laquelle on passe d'une séquence de guerrier à une relaxation. Je pense honnêtement que ça serait un peu violent. Et la partie de la relaxation est tellement importante parce que, pas parce elle va faire à nouveau hein, des miracles, etc., mais parce qu'elle va nous permettre de rentrer dans un espace dans lequel on rentre peu de fois dans notre vie quotidienne, que si on l'accompagne pas, ça peut être très 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 violent. Enfin, en tout cas, moi, je sais que ça peut être très violent pour mon corps, pour mon mental, où vraiment, limite, je ne peux pas vraiment profiter. Je ne sais même pas pourquoi je suis là, à quel moment. Enfin, et je sais que je suis déjà partie hein, des cours de yoga où tout d'un coup, on nous dit, ben voilà, au sol, ça y est, c'est bon, c'est fini. Et relaxation pendant 5 minutes et je suis vraiment pas prête, en fait. Et où je me dis, ben en fait, je préfère juste partir là, je suis en mode dynamique et je ferai une relaxation, un retour au calme chez moi et après une relaxation. Et je pense que c'est super important et il va falloir justement aborder cette partie de relaxation en gardant à l'esprit que la relaxation a été préparée. Cependant, même si la relaxation a été préparée, même si on a accordé de l'importance sur ce retour au calme, se relaxer, est-ce que tu penses que c'est facile? Pas du tout. Bon, en tout cas, pas pour moi. En tout cas, je sais que pas pour moi et je pense que le commun de mortel n'a pas forcément, aujourd'hui, enfin aussi, n'a pas forcément cette capacité à se relaxer facilement. Mais même, je me dis que si on en parle depuis très longtemps de ces méthodes de méditation, de visualisation, de yoga, de ce retour au soi, peut-être que c'est pas forcément quelque chose qui est simple. Mhm. Parce que c'est quoi finalement la relaxation? Ou qu'est-ce que ça pourrait être comment est-ce qu'on pourrait voir la relaxation? Pour moi, c'est un moment où justement rien ne change. C'est un moment très stable. Oui, Or, c'est par un... essence, le monde est super instable. Ouais. On revient à l'impermanence. Enfin, bah, je vais vous sortir. En fait, j'ai l'impression qu'on a un espèce de défi où à chaque fois il faut que je casse ce mot dans nos conversations. Et je vous rassure, c'est pas du tout le cas. T'imagines? Il Mais faudrait qu'on fasse ça. il faudrait qu'on se fasse des petits défis comme ça. Mais non, mais c'est vrai. Enfin, et donc en fait, par essence, c'est pas très naturel. Enfin, c'est pas naturel du tout si on est aux traditions bouddhiques. L'impermanence, c'est le seul constat. Donc
Pour moi, non. Je ne sais pas pour toi, comment tu le vis? Non, pour moi, pas du tout et je pense que, il faut aussi se rendre compte qu'on n'est pas tous pareils. C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé de voir des élèves, partir au moment de la relaxation, tu vois? Mmh. C'est-à-dire Grand classique. et moi, au début, ça m'énervait, mais du genre, ça m'énervait grave. Alors s'il y avait ça, il y avait des élèves qui continuaient à faire des postures, je vais dire des postures what the fuck, mais c'est pas du tout, méchant envers les patients. Non, mais c'est des postures, hyper, engagées, hyper extrêmes, pendant la relaxation. Mmh. Moi, à chaque fois, j'étais là: «Mais qu'est-ce qu'ils font?» et j'ai jamais intervenu. Mais c'est pas parce que je n'intervenais pas que je ne jugeais pas et j'avais Mmh tendance mh. à juger. J'étais là: «Mais qu'est-ce qu'ils ont ceux-là?» et cetera. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte, j'ai compris que si pour moi, c'était pas forcément la chose la plus, compliquée de la terre de se relaxer parce que, bah, je pense que je suis suffisamment, en confiance avec moi pour, et peut-être en confiance aussi avec le prof ou avec l'environnement pour accepter d'être dans cette position de vulnérabilité. On est hyper vulnérable, hein, quand on se relaxe. En fait, au fur et à mesure, j'ai compris qu'on n'a pas tous le même rapport à cette vulnérabilité. On n'a pas tous ce même rapport au non-agir. Ça renvoie pas exactement les mêmes choses et on n'a pas tous non plus le même emploi du temps. C'est-à-dire que si la fille, elle doit ou le mec, il doit partir plus tôt parce que sa voiture est garée et cetera et que, bah, il pensait que ça allait durer un peu moins longtemps ou le prof a duré 5 minutes de plus, ce qui arrive à de nombreux profs de yoga et ce qui moi m'est souvent arrivé, bah, en fait, je peux comprendre pourquoi elle doit partir et j'ai pas à juger cela et parfois, en fait, on se rend compte que soit c'est compliqué de se mettre face à cette vulnérabilité, soit c'est juste que c'est douloureux, c'est-à-dire que ça nous renvoie des choses, soit peut-être qu'à ce moment-là, eh ben, le corps n'est pas encore prêt. Peut-être qu'il faut que la personne passe par d'autres postures pour pouvoir se relaxer. Peut-être qu'elle se relaxera autrement. Peut-être qu'après la séance de yoga, peut-être qu'elle va aller, devant un parc, elle va contempler, les pigeons pendant quelque temps et ce sera sa forme de relaxation et c'est tout à fait OK, je trouve, d'avoir différentes manières de se relaxer pour chaque personne. C'est trop ça, non mais honnêtement, d'où ma manie peut-être aussi liée au temps. C'est Mmh. d'où l'importance de garder en tant que prof de yoga, je trouve que c'est essentiel de pouvoir gérer son temps Ouais. pour pouvoir permettre aux autres de se relaxer. Vraiment. Enfin, de vraiment, parce que si les élèves sont habitués à ce qu'on sort à l'heure, alors ils peuvent se dire, OK, je peux me détendre. Je sais que de toute façon, à la fin, je sortirai à cette heure-ci. Moi, honnêtement, les relaxations les plus angoissantes que j'ai eues, c'était des moments où j'avais des cours de yoga, je prenais des cours de yoga en tant qu'élève entre midi et 2 et que je savais que j'avais un rendez-vous à 14h30 très important et que du coup, je pouvais pas louper. Et honnêtement, je me suis jamais sentie avec des profs qui étaient souvent en retard, suffisamment à l'aise pour pouvoir me détendre, pour pouvoir, Mmh. ouais, me relaxer. Et je pense que Non, là, mais tu as c'est dit hyper un truc hyper important, hein. Moi, intéressant. tu vois, ça a été les cours en entreprise où il y avait un timing, où je savais que si pardon, si je patientais, enfin, si je les faisais trop, tarder, bah, soit ils allaient pas avoir le temps de manger, soit ils allaient arriver en retard à leur job et cetera et c'était pas l'idée, en fait. C'était l'idée, faut qu'ils soient en confiance, il faut qu'ils soient, capables de pouvoir se relaxer de façon, adaptée. Mais tu vois, même par exemple le fait de fermer les yeux pendant la relaxation, je pense que ça convient pas à tout le monde. Je pense qu'il y a des personnes qui Mm. ont peut-être besoin de garder les yeux ouverts et en fait, c'est respectable. Mais complètement. Parce qu'à nouveau, c'est un petit peu la même chose qu'avec les styles de yoga, qu'avec plein de choses, enfin on a parlé, la tradition, etc. Il n'y a pas une seule façon de se Mmh. relaxer. Et peut-être à des moments différents, on aura besoin des choses différentes. Il y Ouais. aura peut-être même certains qui vont être plus à l'aise et dans la détente assis que allongés, Ah non, tout mais simplement. totalement. Mm, mm. Si allongé, c'est trop douloureux pour le dos ou on se sent pas bien, bah, moi je sais parfois quand je suis malade, je m'étouffe, facilement parce que j'ose pas tousser, enfin tu sais, il y a tout le truc et tout. Moi je me souviens Ah oui. d'un shavasana mais tellement angoissant, c'était la première année où je pratiquais le yoga, j'avais 20 ans, j'étais à Paris, on était tous en cercle, enfin, puis je savais très bien que si j'allais tousser, ça allait être la catastrophe. La prof était super sévère et je me souviens, je m'étouffais à moitié. Je suis sortie de la séance, j'étais rouge, j'avais les larmes parce que j'étais en train de m'étouffer et j'essayais de
tousser sans tousser, ce qui était totalement débile, mais parce que Quelle j'étais malade. angoisse. Alors qu'en fait, si j'avais osé rester un peu assise ou demi-assise ou juste, soulever un petit peu la tête pour que ça passe un petit peu mieux, bah, j'aurais pas eu ça et c'est vrai qu'il y a des fois, on peut pas s'allonger, enfin, pour des raisons, diverses et variées. Je pense que là, si on se place en tant que prof, c'est vrai que c'est important de laisser la place aux élèves, soit, qu'ils sachent qu'ils ont les options, peut-être qu'ils nous connaissent et cetera, soit leur dire: «Vous pouvez, vous placer, de la façon, dont vous souhaitez». Je pense qu'il y a aussi ça, mais ça, on en a déjà un petit peu parlé, notamment dans l'épisode sur les gourous, mais il y a aussi ce côté prof de yoga où il y a une certaine déférence, enfin, je sais pas, Mmh. il y a une certaine hiérarchie qui se place alors que finalement, peut-être que c'est pas la meilleure façon de faire. Peut-être qu'en fait, il faut tous qu'on soit entre guillemets «sur un même niveau» de confiance déjà, pour s'autoriser à faire ce qui nous semble, acceptable à ce moment-là. Mais complètement. Et à nouveau, c'est là aussi où je me dis, moi, tu vois, toi, tu jugeais enfin, tu parlais justement de ces élèves qui faisaient des postures pendant la relaxation où tu étais un petit peu étonné. Moi, avant, j'avais tendance à beaucoup juger les profs ou les personnes, voilà, qui demandaient ou qui mettaient de la musique pendant la relaxation finale. Et aujourd'hui, je le comprends complètement. Parce que par exemple, je me souviens d'un cours où j'avais systématiquement une élève qui clairement venait parce qu'elle était, enfin, elle avait besoin de bouger, mais elle était clairement très fatiguée parce que systématiquement pendant la relaxation, elle s'endormait et elle ronflait très fort. Sauf que ça, ok, pourquoi pas, elle peut ronfler, c'est très bien. Et moi, à la limite, je suis très contente qu'elle puisse s'endormir si c'est le seul moment de la journée. Je sais elle était médecin, donc je sais qu'elle avait des journées vraiment très très fatigantes et c'était peut-être la sieste réparatrice de son milieu de journée. Le petit souci, c'est que elle ronflait tellement fort que ça perturbait énormément tous les autres élèves. Donc, moi qui n'ai pas l'habitude de mettre de la musique pendant les relaxations, ou même en général pendant les cours de yoga, j'ai trouvé que pendant ce cours, pour ce moment de la relaxation finale, enfin de la pratique, si je mettais de la musique, l'ensemble du groupe était relativement plus calme, plus détendu que si je ne mettais rien. Et je voyais très bien que les gens, tu sais, ces petits, les gens ouvrent les yeux et après tournent la tête et Oui, regardent la personne, oui, oui. alors que, Mmh. enfin, honnêtement, la personne qui ronfle, en plus, elle est en train de ronfler. Mais ça peut être très perturbant aussi, enfin, pour les autres. Donc, et c'est là aussi, on retrouve à nouveau, il n'y a pas qu'une façon de faire, il n'y a pas qu'une façon. Une chose ne va pas être pour tout le monde, on sera jamais le prof de tout le monde et les élèves, et c'est important quand on est pratiquant de tester plein de choses différentes, en fait. Non, non, mais c'est sûr. C'est sûr et c'est marrant parce que c'est on dit souvent: «Oui, on jugeait beaucoup à l'époque» et en fait, je pense que c'est ça aussi, c'est-à-dire que quand on évolue un petit peu dans notre pratique, dans notre vie, bah, en fait, on se rend compte qu'il y avait des choses qu'on jugeait parce qu'on n'avait pas, toutes les nuances et c'est-à-dire que Mmh. là, je suis sûre que la même discussion dans 2 ans et ben, on va se rendre compte qu'on jugeait encore plein de choses. Mais Et je pense oui. que c'est bénéfique aussi de parfois s'assouplir, pas, physiquement, mais psychiquement. Je pense que la pratique du yoga peut aussi nous apporter cette, capacité à être un peu plus souple avec soi et avec les autres et même vis-à-vis de la relaxation. Même si on pense que c'est obligatoire, même si on pense que ça doit être fait d'une certaine manière, allongé, dans le silence, les yeux fermés. En fait, il y a plein de personnes qui vont avoir besoin d'autre chose, qui ne peuvent pas aussi faire autrement. Il faut aussi prendre conscience de ça, c'est-à-dire qu'il y a ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire et d'accepter un petit peu tout ça et on parle beaucoup d'accessibilité, d'inclusivité dans le monde du yoga et c'est très bien, mais je pense que ça doit parfois aussi se traduire par des actions qui sont plus de l'ordre de la souplesse et de l'ordre d'accorder la confiance en fait, d'accorder de l'espace aux autres pour qu'ils puissent Mmh. vraiment faire ce qui leur convient. Parce que finalement, on Mmh. n'est pas mieux servi, enfin, il y a que nous en fait qui savons ce qui est le mieux pour nous. Parfois, on peut se faire accompagner sur ce chemin, mais on reste quand même, les maîtres de notre navire. Complètement, complètement. Et je pense que ça a été le fil rouge qu'on a eu pour toutes les discussions, enfin en général là, pour les discussions qu'on a autour du yoga, mais pour toutes les discussions qu'on a eues dans le cadre de Yoga Ma Création. Si vous avez été avec nous, si vous avez suivi justement les pré-lives à chaque fois, vous savez que c'est vraiment quelque chose c'est un petit peu notre ligne de conduite finalement, de se dire ok, de toute façon nous on n'est pas du tout, enfin je pense pas qu'on se positionne comme des autorités. En fait Pas on du tout, explore, on partage. pas du tout. Loin de là.
On explore, on partage et on essaye à chaque fois d'ouvrir la discussion, d'ouvrir le dialogue. C'est vraiment le but de Yoga Ma Création. C'est pour ça que on vous invite vraiment, si vous êtes prof de yoga ou si vous êtes élève, pratiquant, pratiquante et que vous voulez découvrir peut-être comment mieux conduire votre navire, quel que soit le rôle que vous prenez dans votre chemin de yoga. Il y a énormément de plaisir à décortiquer justement la pratique avec toi et avec les personnes qui font partie du programme, auquel vous pouvez toujours accéder pour construire un yoga qui ressemble à chaque personne et à chaque rôle et à chaque moment. Et c'est intéressant parce qu'on a aussi beaucoup déconstruit, je trouve, au fur et à mesure de ces lives, certaines idées reçues. Et je pense que parfois ça peut être aussi inquiétant parce que je pense qu'on a tous besoin de cadre. Mais en fait, c'est-à-dire que même au sein même du cadre, se rendre compte qu'il y a beaucoup de souplesse. Exactement. Et je pense que c'est exactement ça qu'on a voulu apporter, comme tu l'as bien dit. Il nous restera un live pour Yoga Ma Création du coup au cours du mois de juin. Ce sera aussi peut-être l'occasion pour nous de faire un bilan sur cette année yoga qui s'est écoulée. En tout cas, Laura, merci beaucoup pour ta présence. J'ai adoré pouvoir discuter de tout ça avec toi aujourd'hui. Merci à toi, c'était un plaisir comme toujours. À très bientôt. À très bientôt. Merci Laura. Ciao ciao.